Je m'appelle Ammar Agoun. En 1959, j'avais 15 ans. Ma maison était tout en haut. Quand les avions sont arrivés, j'ai fui le hameau. L'hélicoptère m'a tiré dessus. Je suis tombé et j'ai continué en rampant. Mon frère Abderrahman, il m'a suivi. On a rejoint des gens ici et on est entré avec eux. La grotte d'Ouchatou était un refuge pour l'armée de libération. Elle a été découverte et l'armée française a envoyé toutes ses forces. Ils ont ramené les gaz toxiques par hélicoptère. Une fumée bien noire est entrée. Très noire. On l'a respirée et on a commencé à tousser. On avait de la bave verte au coin des lèvres et on est tombés les uns après les autres. Je m'appelle Mohamed Labassi. J'avais 12 ans ce jour-là. Quand ils ont tiré, c'était comme si du sable nous tombait dessus. Les gens ont commencé à tousser, à crier, à pleurer. On ne comprenait plus rien. On n'entendait plus rien, on ne voyait plus rien. Mon oncle criait et mon père lui disait « Aïssa, récite la shahada ». Mon oncle a étouffé et il est mort sur place. Il a crié « Silence ». Les mots de Ammar Agoun et Mohamed Labassi résonnent jusqu'à nous pour briser un secret. Il était enfoui depuis plus de 60 ans. Durant la guerre d'Algérie, la France a utilisé des armes chimiques, des armes interdites. L'horreur de ces fumées toxiques est gravée dans notre mémoire depuis la Première Guerre mondiale. À partir de 1915, l'Allemagne, la France et leurs alliés les utilisent massivement. Chlore, phosgène, gaz moutarde. Plusieurs centaines de milliers de soldats en sont victimes. Les gaz brûlent, asphyxient et tuent. Ces armes invisibles deviennent le symbole de la guerre industrielle. Le pire que l'homme puisse infliger à l'homme. L'arme chimique, elle est associée au poison. Elle est associée à une mort douloureuse, à une mort horrible. Et les Romains le disaient déjà d'ailleurs, hein, armis bella non venenis guerri, on ne fait pas la guerre avec des armes empoisonnées. Et donc depuis le droit antique, depuis l'Antiquité, eh bien, l'utilisation des poisons, et en l'occurrence des armes chimiques, eh bien, est prohibée par le droit international et provoque une aversion extrêmement forte de la part des opinions publiques. Avant la fin de la Grande Guerre, le Comité international de la Croix-Rouge s'en fait l'écho. Il exhorte les belligérants à cesser une innovation barbare. En 1925, les armes chimiques sont interdites. Elles sont condamnées, lit-on dans ce protocole de Genève, par l'opinion générale du monde civilisé. La France est la dépositaire de cet accord, la première des 135 nations à le signer. La fabrication, en revanche, reste autorisée. Comme il y avait un risque que d'autres pays acquièrent des armes chimiques, certains ont exigé le droit à la riposte. Donc en pratique, ils se sont tous préparés à la possibilité d'une guerre avec des armes chimiques.
Les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'Union soviétique, avec le soutien de l'Allemagne, avaient de vastes programmes. La France aussi avait un programme, comme la plupart des pays européens. Plus ils étaient grands, plus ils avaient de moyens. La France est restée très discrète sur ce qu'elle faisait dans ce domaine. Il y a moins d'informations publiques disponibles et c'est valable pour d'autres pays. Donc, officiellement, les armes chimiques sont interdites. Il n'existe aucune mention nulle part de leur usage par la France après les années 1920. Sur la guerre d'Algérie, c'est le silence. Aucun militaire ou homme politique n'a accepté de le commenter, sauf un, Alain Richard, ancien ministre de la Défense. Je ne vois pas, au cours du demi-siècle qui a précédé, les situations dans lesquelles la France aurait utilisé en conflit les armes chimiques. Et je pense que chaque pays a des difficultés à assumer des éléments choquants ou critiquables de son passé et que nous n'échappons pas à ça, oui. Face au malaise institutionnel, il reste les traces écrites. Ordre militaire, compte rendu opérationnel, journaux de marche. Ils sont là, conservés dans les archives publiques françaises. Voilà 7 ans qu'un homme se consacre à les déterrer. Christophe Lafaille est historien. Il épluche tous les cartons de la guerre d'Algérie relatifs aux armes chimiques. Comme ici, aux Archives nationales d'outre-mer, certains documents sont déclassifiés. Mais il se bat contre le ministère des Armées qui refuse l'accès à beaucoup d'autres. J'ai fait des demandes pour pouvoir accéder à ces archives sur la guerre chimique en Algérie. Et là, première demande, refus. Une nouvelle demande de carton refusée. Refus, encore une fois, archives incommunicables. Ce qu'on m'oppose, c'est le code du patrimoine. On me dit les archives qui sont contenues dans ces cartons vont vous permettre de concevoir, donc d'élaborer, de construire, de localiser ou d'utiliser des armes de destruction massive. Comme si dans des archives qui sont par exemple le journal de bord d'une unité, on allait trouver le plan d'une arme chimique, on allait trouver un manuel d'emploi qui explique comment il faut utiliser cette arme chimique, etc. Donc ce sont des objections qui sont totalement farfelues. Et ce que ça veut dire, c'est qu'on s'interdit de comprendre ce qu'était réellement la guerre d'Algérie. Heure troublée en Algérie, où en plusieurs endroits du territoire, une série d'attentats ont été commis dans la nuit qui précéda la Toussaint. En 1954, les Algériens du FLN, le Front de Libération Nationale, lancent une vaste série d'attaques coordonnées. Elle marque le début de la guerre de décolonisation, après 125 ans d'occupation française. C'est une guerre de pauvres, qui utilise la guérilla comme moyen d'action. À Batna se sont déroulées les obsèques des 3 soldats du camp militaire, assassinés alors qu'ils montaient la garde. La France de la 4e République veut maintenir l'ordre. Elle l'annonce par la voix de son ministre de l'Intérieur à l'époque, François Mitterrand. Cependant, il semble bien qu'à travers toute l'Algérie, on ait voulu lever le peuple contre celui qu'on appelait l'étranger ou l'occupant, le français. Et il faut que les populations comprennent qu'elles doivent nous aider ou bien qu'elles s'exposent par la force des choses et malgré notre volonté à souffrir davantage. Il est donc de notre devoir à nous de faire peser la force du côté de l'ordre, du côté de la France, du côté de la concorde entre les citoyens. On parle de fellaga et de complots organisés par certaines ligues musulmanes. Les combattants sont désignés hors la loi. La France veut garder l'Algérie à tout prix. À force de demandes, Christophe Lafaille a obtenu l'ouverture d'un carton d'archives militaires, puis d'un autre, au compte-gouttes. Sans relâche, il a poursuivi sa quête dans les fonds privés, les sites de vente en ligne, les caves des anciens soldats, les greniers de leurs descendants. Ce sont des centaines de documents secrets déclassifiés, avec lesquels il recompose un puzzle édifiant. Il y a ce courrier le 21 mai 1956, 2 ans après le début de la guerre.
le commandant des forces armées en Algérie, nommé 10e région militaire, s'adresse au secrétaire d'État de l'armée de terre. Objet. Utilisation des moyens chimiques. Le colonel des armes spéciales m'a rendu visite. Il m'a annoncé qu'il avait obtenu votre accord de principe relatif à l'utilisation des moyens chimiques en Algérie. Selon l'opinion du ministre résident, j'ai l'honneur de vous rendre compte de ce que cette haute autorité vient de me faire tenir son accord à ce sujet. Le gouvernement français vient d'autoriser l'usage des armes chimiques. L'armée s'inquiète de savoir comment combattre son ennemi dans les refuges montagneux, nombreux en Algérie. 3 mois plus tard, l'état-major fait un premier bilan. Étude de la politique générale d'emploi des armes chimiques en Algérie. Infection des grottes. L'infection par grenade est possible. Les résultats des essais en cours et bientôt terminés permettront de définir le produit à utiliser. Stock ancien de chloracétophénone, chandelles sternutatoires. Ce sont des stocks hérités de la Première Guerre mondiale. Plaquettes incendiaires. La production en grande quantité ne pose pas de problème particulier. Derrière ces documents, on trouve vraiment la réflexion scientifique à base d'expérimentation, de validation de l'expérience et de mise en œuvre sur le terrain. Donc là, vraiment, on est sur une politique qui est pensée, qui est réfléchie, qui est expérimentée et qui est ensuite généralisée. 6 mois plus tard, l'état-major passe à l'action. Un ordre est envoyé de Paris. Création d'une unité armes spéciales en 10e région militaire. Cette batterie sera entretenue en personnel appelé. Jacques Huré a servi 29 mois sous les drapeaux. Pâtissier de son état, il espérait aller aux cuisines. Il est détaché à cette fameuse batterie armes spéciales. Là, au cours de mon séjour, j'avais acheté une carte où j'ai marqué tous les endroits où je suis passé. Alors en Algérie, on était là pour traiter les grottes. Les traités. Alors, les traités, c'était d'abord... souvent, c'était les... Ils balançaient des gaz pour qu'ils ne puissent pas s'en servir. Parce que dans les trous, le gaz stagnait. Alors là, ça empêchait les rebelles de s'y réfugier. Mais on savait qu'il y avait des trucs qui étaient interdits par la Convention de Genève, mais on ne savait pas quel gaz. On nous expliquait rien. Jamais on nous a expliqué ce qu'il y avait dans les grenades à gaz, des trucs comme ça. Ça, c'est la batterie armes spéciales. Ça, c'est une opération à Saf-Saf. Les sections partaient chacun leur tour. Et des hélicoptères qui nous emmenaient sur une opération. Quand on partait en opération, il y avait un sous-officier de carrière, 1 ou 2, et le reste, c'était des sous-officiers comme moi, et puis des troufions. Mais des engagés, il n'y en avait pratiquement pas, on n'était que des appelés. Ça, c'est une grotte qu'on a fouillée, qui servait d'hôpital militaire aux rebelles. Ça, c'est quand on chargeait les PIM. Les PIM, c'était des prisonniers. Et c'était eux qui portaient notre matériel. Et quand on était équipé, on avait un casque léger. Allez voir comment on était équipé. On n'avait rien. Et les masques à gaz. On avait juste les masques à gaz. Oui, il y avait des choses que j'ai honte encore même. Il nous arrivait de faire des fouilles. On balançait tout. Jacques Huré garde certains souvenirs pour lui. Il en sort d'autres, comme ce journal de marche des opérations écrit par un soldat de la batterie armes spéciales. Alors, je ne sais pas si je dois vous montrer ça. Alors c'était un carnet de liaison qui a été fait... Il y a marqué les opérations, vous voyez.
Adieu, salle, boyau, galerie. La paroi verticale est là à 3 mètres de l'entrée. La paroi verticale est là, à 3 mètres de l'entrée. Le seul qui a pu rentrer se replie. 13 heures. La grotte est occupée par les hors-la-loi. Un prisonnier qui servait de guide au 14e régiment de parachutistes a été capturé par les hors-la-loi. La grotte est infectée à 14 heures. À 14h40, un hors-la-loi sort de l'abri, puis 3 autres. Ils sont faits prisonniers. À 16h20, le sergent décide d'explorer la grotte. La densité des gaz ne permet pas la progression dans la grotte. Avant d'utiliser ces armes spéciales, les soldats y étaient formés. Christophe Lafaille a acheté ce manuel d'instruction à un fils de militaire. La loi y est rappelée sans ambiguïté. En vertu d'engagements internationaux, la France s'interdit l'emploi en cas de guerre de certaines armes spéciales. Les gaz de combat, les armes biologiques. Leur emploi ne pourrait donc être justifié qu'à titre de représailles dans le cas où elles auraient été employées sans équivoque par l'ennemi sur des troupes ou populations françaises ou alliées. Voilà. Donc c'est loin d'être le cas en Algérie. Les indépendantistes n'ont pas d'armes chimiques. Ils utilisent les territoires montagneux à leur avantage pour se déplacer, se cacher et attaquer. Les souterrains sont un atout tactique. En 1957, ils sont peut-être 90 000 Algériens à combattre. En face, le gouvernement donne carte blanche à l'armée. L'état-major crée des zones interdites, commence à déplacer de force la population. La torture est généralisée. Les armes chimiques sont déployées. Très rapidement, en fait, c'est plus d'une centaine d'unités qui vont être créées partout en Algérie et qui vont utiliser ces moyens chimiques. Donc on passe finalement d'un emploi qui pouvait être encore un emploi limité à vraiment un emploi généralisé. Et dans ce cadre-là, le terme de guerre chimique prend tout son sens. À l'été 1958, le général Salan cumule pouvoir militaire et politique en Algérie. Il lègue à son successeur une stratégie éprouvée. Avant son départ, le 30 novembre, il s'adresse directement au ministre des Armées pour souligner l'importance des armes chimiques. Utilisation des armes spéciales pour le maintien de l'ordre en Algérie. L'emploi des armes spéciales pour interdire l'usage de lieux souterrains par les hors-la-loi n'a cessé de se généraliser en raison de son efficacité. Il a été décidé de doter toutes les troupes opérationnelles d'éléments aptes à remplir les missions spéciales. Il existe 70 équipes de bataillons, plus 26 équipes, plus 12, plus 11. Le général Salan crée des sections armes spéciales sur tout le territoire. À la batterie armes spéciales, 3 équipes, plus 4 équipes, plus 7, plus 4. La grotte, on savait qu'il fallait la fouiller. Plus vite elle serait fouillée, plus vite on en finirait. Il y a une part d'inconscience. Si vous posez des questions, vous ne rentrez pas. Alors, notre tactique, c'était ça. La fouiller, la gazer, et si possible, faire sauter l'entrée. Quand elle était occupée, c'était plus difficile, mais ils savaient qu'ils allaient mourir gazés. Ils se rendaient. Après, c'était plus notre ressort. Hein. Jean a passé 28 mois en Algérie. 10 mois en section grotte dans le massif des Aurès. Vous voyez, c'est ma petite valise de souvenirs qui a fait la campagne d'Algérie comme moi. Alors, c'est le recueil des photos que j'ai pu récupérer. Toutes les photos que j'ai eu l'occasion de prendre en opération, elles m'ont été confisquées. On ne m'a jamais donné d'explication.
Les seuls que j'ai se trouvent à cette page. La pellicule était dans l'appareil. Personne ne m'a rien demandé. Voilà l'hélicoptère qui s'en va. Nous arrivons à la section armes spéciales. C'est là qu'on nous a appris le spécial de la section, c'était les gaz. La section grotte en tenue de parade. Là, prêt à embarquer. Seulement, la première fois qu'on s'est servi de ces gaz, on s'est retrouvé avec des brûlures partout où on transpirait. Alors on a protesté, et c'est là qu'on nous a fourni des combinaisons étanches. J'ai jamais su la composition de ces gaz. Ça se présentait par des grenades ou des pots qui avaient la valeur de 50 grenades. Pour avoir jeté un de ces pots, Jean Vidalin a été décoré. Sapeur de section armes spéciales, courageux et volontaire pour toutes les missions dangereuses, a secondé avec une rare efficacité son chef d'escouade, permettant ainsi la mise hors de combat de 10 adversaires. Cette citation comporte l'attribution de la valeur militaire avec la croix de bronze. En rentrant en Algérie, nous avons été nombreux à ne plus vouloir en entendre parler. C'est fini. D'ailleurs, personne ne nous a rien demandé. Ça a été un mutisme total. Je ne me suis pas endormi une fois, en 60 ans, sans me passer à la guerre d'Algérie. « 6 heures. Le sous-lieutenant sort avec une équipe de la section armes spéciales pour la réduction d'abris souterrains. Arrivé sur l'objectif le 4 mai à 14h45, la grotte est occupée par 11 hors-la-loi, dont plusieurs officiers. Ravitaillement important, une machine à écrire, un transistor. Introduction du tuyau de la soufflerie à 10 mètres de l'entrée. Gazage au moyen de 4 pots de CN2D. À 15h15, dégagement de l'entrée obstruée par la section grotte du génie et brassage de l'air gazé par la soufflerie. 15h30, pénétration dans la grotte par le boyau d'entrée, jusqu'à la fourche située à 8 mètres de l'entrée. On m'appelait le rat, parce que j'allais partout. On cherchait des petits pour les grottes. Et oui, parce que pour entrer dans les trous à rats, il ne faut pas être gros, hein. Mais j'étais volontaire après, hein. Est-ce que tu es au commando? Voilà, ben oui. Le commando, c'est pas facile, hein. De temps en temps, ici, ils font du nettoyage. Il y a certaines odeurs qui me rappellent ce gaz. Armand Casanova s'est engagé à 18 ans. Il est resté 2 ans et 3 mois en section armes spéciales, au rythme de 2 à 3 opérations de grotte par mois. L'odeur du gaz, je le sens encore. Hein. Je le sens, il est mémorisé. Hein. Je le sens. Hein. Puis la mort aussi, il la sent. Hein. Ouais, vous savez, quand on a fait 27 mois là-dedans... Ça, c'est la section du commando, la section en son complet. Là, sergent Pachuki, Ghezani qui a été tué, Slonska aussi, Fischer est mort, je sais pas quoi. Voilà, il ne reste pas beaucoup. Hein. Alors, une fois, j'ai fait une grotte, c'était, je ne sais plus quel endroit, je suis rentré dans la grotte à 9h du matin, j'en suis sorti à 15h. 6 heures là-dedans, je ne me suis pas rendu compte. Hein. On fait celui qui n'a pas la trouille, ben la trouille. Je peux vous dire, excusez ma expression, on bande que d'une couille. On est vraiment le cœur qui bat à 100 à l'heure. 13h45, la reconnaissance continue. Extrême difficulté de la progression due
d'une part à l'étroitesse du boyau, au port du masque à gaz d'autre part, qui passe avec difficulté dans les boyaux. Obligation de sortir fréquemment en raison de la très importante concentration des gaz. 16h30. La progression est stoppée par de nombreuses murettes de pierre construites par les hors-la-loi. Début de la démolition. Nous gagnons 2 à 3 mètres dans le boyau de droite. Une fois que je suis rentré dedans, on m'a tiré dessus et en reculant, le masque s'est arraché et je suis resté peut-être une minute sans respirer, parce qu'après une minute c'est difficile. J'ai respiré un bon coup et puis après je sais pas. Après je me suis trouvé à Tizouzou, à l'hôpital de Tizou, voilà. J'ai fait un mois d'hôpital là-bas. C'est un gaz irritant. C'est mieux, c'est pas comme lacrymogène, c'est pas un vésicant, il brûle pas, c'est pas d'hypérite non plus, mais c'est un gaz lourd. Vous mourrez, la personne qui était gazée par ça, c'est resté un quart d'heure, il était mort. Il était asphyxié, quoi. À 18h, une deuxième tentative d'exploration permet de découvrir 5 cadavres, dont celui du prisonnier qui avait servi de guide. L'opération est arrêtée pour ce jour. 8h30, reprise de l'opération Grotte. 4 autres cadavres sont découverts. La fouille de la grotte est achevée. L'issue est murée par éboulement des parois à l'explosif. C'est des gaz qui étaient assez lourds, qui s'accrochaient aux parois. C'est comme de la poussière sur les murs. Si vous bougez, ça se répartit dans la grotte. Elles sont inutilisables pendant au moins 10 ans, 12 ans. Ce gaz porte un nom, CN2D. Christophe Lafaille en a retrouvé la trace dans les archives militaires. Les munitions portaient un code de couleur selon les mélanges qu'elles contenaient et les quantités, de 70 grammes à 5 kilos. Grenade, CN2D, 160 grammes, gris, ceinture verte et violette. Chandelle, 5000 grammes, CN2D, violet dans macaron violet. Roquette, chloracétophénone plus diphénylamminochlorarcine. Chloracétophénone, 30 grammes de DM, 21 grammes de perchlorate d'ammonium. Les spécialistes capables de définir ces gaz sont rares. Plus encore ceux qui acceptent de nous répondre. Claude Lefebvre est retraité de l'armée française, spécialiste du nucléaire et du chimique. Une émission régulière de 22 minutes quand même. Donc vous imaginez le volume que ça... Alors, le CN2D, vous avez un mélange de dérivés arséniés, qui est la densite, et un dérivé cyanuré, qui est la chloroacétophénone. Là, ce mélange-là, on est sûr que ça marche, quoi. Quelqu'un qui ne se protège pas, qui n'est pas en mesure de se protéger avant l'attaque, au moment de l'attaque, on ne peut plus se protéger. Et il va vomir, il va pleurer, il va avoir les poumons qui le brûlent. En fait, c'est fini, quoi. Le but, toujours, ce but initial, c'est d'empêcher la cible de pouvoir se protéger. C'est ça, le but final. Alors, pour s'en protéger, il n'a qu'une solution, c'est de sortir. De quitter l'atmosphère viciée, ou s'il veut persister à rester, il en meurt. Le fait de contaminer les parois interdit le fait qu'on puisse y retourner, en fait. Voilà. Alors maintenant, le laps de temps, tout dépend de la densité initiale d'utilisation. C'est-à-dire qu'en fait, je vais vous dire, c'était la mode empirique, artisanale, on en cramait un maximum pour être sûr de l'effet. Dans le massif des Aurès, à l'est de l'Algérie, le CN2D a laissé son empreinte indélébile. Ici, les 22 et 23 mars 1959, l'armée française a gazé plus de 150 villageois réfugiés dans la grotte de Ouchatour. Seuls les plus jeunes ont survécu.
Je suis revenu le lendemain avec ma mère. On les a vus sortir les cadavres. Ils les ont mis dans les tranchées, par 6 ou 7. Là-bas. Tu ne pouvais pas les reconnaître. Ils étaient tout bleus. C'était pas possible de les identifier. Il fallait regarder leurs vêtements. Les corps étaient tout gonflés. Ils étaient méconnaissables. Le lendemain, je suis venu avec ma mère pour récupérer mon frère. Il était vivant. Alors, des gens nous ont aidés à le transporter. On l'a fait monter sur la mule. Ma mère la guidait. Et moi, j'étais derrière. Arrivé à la maison, on l'a lavé. L'eau sortait verte. Comme si il avait pris une douche verte. Je vais te dire comment nous, les 6, on a survécu. On a uriné dans des pots. Après chaque tir, on enlevait nos chemises et on les trempait dans l'urine pour protéger nos visages. C'est pour ça que les gaz toxiques n'ont pas eu d'effet sur nous. Nous, on était jeunes. Alors les Français, ils nous ont laissés partir et ils se sont retirés. Quand on est arrivé à 500 mètres, ils ont fait exploser la grotte. Écoute, 118 personnes ont été tuées dans la grotte. Lorsqu'on est retourné, on entendait les lamentations des femmes partout. Toutes les femmes pleuraient dans les maisons. Personne n'avait été épargné. Parce que tout le monde a perdu un membre de sa famille. C'était comme un film d'horreur, parce que tu entendais des pleurs partout. On pleurait partout. Les morts sont restés là jusqu'à l'indépendance. Les autorités sont venues. Avec les villageois, ils ont sorti les cadavres pour les enterrer dans un même cimetière. Le monument aux morts honore les victimes de la grotte Ouchatour. La mémoire de la Révolution, comme les Algériens nomment la guerre d'indépendance, constelle le territoire. C'est une fierté nationale. Personne, pour autant, n'a su l'ampleur de cette guerre chimique. En 1959, 2 millions d'Algériens sont déplacés de force. L'armée française lance de gigantesques opérations pour détruire les derniers sanctuaires de l'armée de libération nationale. C'est le plan Chal. Il rationalise 5 ans de tactique militaire, dont l'emploi des armes chimiques. Le général commandant en chef des forces en Algérie a prescrit une réorganisation des armes spéciales. Les sections grottes sont un atout capital pour le général Chal. Chaque section est composée d'un groupe de commandement et de 3 équipes semblables de traitement. Son effectif est de 38. Le général commandant en chef, attachant personnellement une importance particulière à la formation des sections armes spéciales de zone, en appelle à l'attention des généraux. Général d'armée aérienne, Maurice Chal. Il systématise l'usage du chimique. Même les grottes inoccupées sont gazées pour empêcher toute utilisation. Chaque grotte traitée fera l'objet d'une fiche de renseignement détaillée établie par le secteur intéressé.
Christophe Lafaille tente de recenser toutes ces opérations. Un travail dantesque. Peut-être 8 à 10 000 gazages dans les reliefs algériens. Il en a localisé 440. À peine 5%. Le plan Chal est arrivé dans les montagnes de Kabylie à l'été 1959. 60 000 soldats furent dépêchés ici, dans le massif du Djurdjura. C'est l'opération Jumelle. Cette grotte, appelée la grotte du Lion, fait partie des nombreuses gazées par Armand Casanova. Ould Zawache Latamen était en face. Il a combattu 4 ans avec l'armée de libération nationale. L'opération Jumelle a démarré début 59. Cette période a été terrible quand ils ont déplacé la population. L'armée a installé l'artillerie sur les crêtes pour que personne ne s'enfuit. Et ils ont commencé à bombarder avec les mortiers et les canons. La France a utilisé tout ce qu'elle avait en sa possession. Tout. Le gaz, l'aviation, les bombardements. Nous, on regardait depuis la montagne. On pensait que tout le monde avait été assassiné. Les villages étaient détruits. On voyait que de la fumée. Moi, j'allais au ravitaillement dans les villages. Les villageois nous ont beaucoup aidés. Les femmes surtout. Elles ont caché les blessés, ramené du ravitaillement, fait passer des courriers. Les femmes ont beaucoup souffert. J'ai été blessé à la main. J'ai pris une balle là. Elle est encore là, mais j'ai plus mal. Encore aujourd'hui, on ne peut pas tout raconter. Il y a eu tellement de choses horribles que c'est inimaginable. Le premier accrochage a eu lieu là-bas, à côté des maisons. 4 militaires sont morts, plus un chien, une vache, une femme et son enfant. Cette grotte était très grande. Ils ont trouvé dedans l'armurerie, l'infirmerie, l'atelier et l'administratif. Les machines à écrire, le papier, tout ça. Aujourd'hui, ça sent encore le gaz. Moi, ça fait longtemps que je ne peux plus monter. Cette mémoire de la guerre se perdrait sans les descendants qui la transmettent. Mohamed est le fils d'un ancien combattant tué au combat en 1960. Il recueille la parole de ses derniers camarades d'armes, du village d'Aït Mislayn. كان ذاك الرجال كان الغاز فاكسيون شو عندي في لا بانتور تذكرنا دي وزع لابان يتشعل تمس شان مزير بالمو تشعل يلحق القطعه
Moi, je voyais ces gaz comme... Bon, je suis un enfant, je regarde... Ça, c'est de la rétrospective, c'est-à-dire on m'a raconté, on m'a parlé de ces gaz. Aujourd'hui même, il y a ceux qui nous disent que ça sent encore, tu peux larmoyer, tu peux éternuer, tu ne peux pas rentrer dans certaines grottes. Aujourd'hui même. Moi, je voyais comme une politique de terre brûlée. C'est-à-dire que la France avait perdu la guerre, politiquement parlant, et il fallait détruire le plus possible. En mars 1962, les négociations aboutissent. Le gouvernement provisoire algérien et le gouvernement français signent l'arrêt des combats. Avec les accords d'Évian, ils entérinent la fin de 8 ans de guerre. La conclusion du cessez-le-feu en Algérie. Les dispositions adoptées satisfont la raison de la France. Dans le plus grand secret, un autre accord est passé à Évian. L'armée utilisait depuis les années 30 le territoire algérien pour tester toutes ses munitions spéciales, nucléaires, biologiques et chimiques. Le général de Gaulle tient à continuer. B2 Namous, la base réservée aux chimiques et aux biologiques, est conservée par la France. B2 Namous, c'est au Sahara. Et au Sahara, comme on le sait, il n'y a pas beaucoup d'habitants. Et les expérimentations de la France à B2 Namous ne gênaient pas du tout l'Algérie. Au contraire, je dirais au contraire parce que ça apportait autour de B2 Namous une certaine activité qui a disparu complètement quand nous avons fermé le centre. Si Pierre Mesper n'avait pas été ancien Premier ministre, je pense qu'il aurait été sous le coup de la violation du secret défense, puisqu'il a révélé ce que beaucoup de gens savaient à propos du programme militaire chimique français, et notamment en Algérie. Mais cette base a continué à fonctionner bien après l'indépendance algérienne. Été 1962 dans les rues d'Alger, c'est la liesse. Les Algériens ont gagné leur indépendance. L'armée française se retire. Les sections armes spéciales sont dissoutes. Les anciens combattants se murent dans le silence. Les archives sont classifiées. Il faut attendre la fin de la guerre froide pour un désarmement mondial. La plupart des États vont s'accorder ici, à Paris, en 1993, pour interdire définitivement les armes chimiques, même leur fabrication. L'initiative vient de la France, à la demande du président de la République, François Mitterrand. Mesdames et messieurs, l'essentiel a été dit. Pour adhérer à la Convention, chaque État a dû rendre un rapport complet de ses activités chimiques passées. Un historien l'a écrit. C'est lui, Olivier Lepic. J'ai été mandaté par le ministère de la Défense pour écrire l'histoire du programme chimique militaire français. Évidemment, une partie de ce travail reste classifiée, puisque j'ai eu la chance d'avoir accès à la totalité des archives qui, pour beaucoup d'entre elles, restent fermées aujourd'hui à la consultation, et notamment des chercheurs. Je vais être parfaitement honnête. Le prétexte qui consiste à dire que la consultation de ces archives pourrait permettre à des personnes mal intentionnées de fabriquer une arme de destruction massive, elle ne tient pas la route plus de 5 minutes. C'est un paravent derrière lequel on s'abrite pour éviter de mettre à jour un certain nombre d'autres secrets qui sont des secrets historiques et pas des secrets technologiques. La République française a enterré l'histoire des armes chimiques en Algérie. Mais 60 ans plus tard, les effets des gaz se font encore sentir. Car le CN2D, le gaz utilisé par les sections de grottes, a des conséquences irréversibles. Je m'appelle Carnino Yves,
Je suis né à Belfort. Je suis issu d'une famille de militaires. C'est pour ça que la patrie, on apprenait la patrie, on apprenait la France. C'est sacré pour moi. La vérité et l'honneur. Indochine. Ah ben, en Algérie, j'ai servi pendant 4 ans. Ça c'est la section grotte, hein, ça. Les gars, j'avais. Et cette grotte, on est tombé, là, il y en a un qu'on a foutu en l'air, qui a pris une balle dans la tête, d'ailleurs. J'ai employé 3 pots de gaz, 15 000 mètres cubes. Ils ont brûlé les mecs qui étaient dedans, là. Il y a des choses dures, là, hein. Yves Carnino a été blessé à plusieurs reprises par les gaz qu'il utilisait contre les Algériens. Bah, les bronches, ça s'empire de plus en plus. Si vous voulez, c'est les petites bronches qui sont entamées, quoi. Elles n'ont plus leur travail vis-à-vis des gros poumons et puis du cœur, de la circulation de sang. C'est-à-dire que ça devient du cuir. Sur le 2000 à 2500 que je connais, moi, que je sais, qu'on passait dans les grottes, il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont pu parler. Lorsqu'il a demandé une pension d'invalidité, l'armée n'a pas cru à sa blessure par gaz. J'ai eu le dossier il n'y a pas longtemps dans les mains. C'est toute la procédure administrative juridique. J'ai fait 15 ans de procédure contre le ministère de la Défense pour faire reconnaître mes droits. Ça se baladait d'expertise en expertise. Je crois qu'il y a 3 ou 4 expertises. Le ministère de la Défense, pour eux, c'était pas reconnu. Bien sûr, ils ne connaissaient pas les gaz. J'étais un menteur, on n'employait pas les gaz. Les fonctionnaires, les responsables qui sont au ministère de la Défense ne peuvent pas le comprendre, puis c'est confidentiel défense. Les munitions que nous avions, les caisses de munitions, le travail qu'on faisait, c'était en confidentiel d'État. Yves Carnino a réuni des témoignages et des archives. Enfin, le ministère a reconnu qu'il avait été gazé au combat. Une brèche a été ouverte. Là-dedans, c'est tous des gens qui étaient comme moi. Hein? On l'a tué par des gaz. Et ça me suit encore maintenant, ça. Mon père avait des munitions sur lui. Il a dit, je ne sors pas. Mais vous sortez. Il est encore là aujourd'hui. Un rocher lui est tombé dessus. On ne sait pas à quel endroit il est. On l'ignore. On ne l'a jamais retrouvé. Il n'est pas le seul à être resté sous les décombres. Dans les années 70, on en a sorti 5 de plus. Lui, il est toujours là. Mon frère est mort sur place. Il est toujours à l'intérieur. Il y a environ une vingtaine de corps qu'on n'a pas réussi à sortir. Regarde l'état de la grotte. Elle est complètement effondrée. Mon frère fait partie de cela. Aujourd'hui, il ne reste que les os. C'est ça la guerre. Tu comprends? C'est normal que j'ai mal au cœur. C'était mon père, je ne l'oublierai pas.
qui s'est passé, on ne pouvait pas le réparer. Seulement, ce qu'on souhaite aujourd'hui, c'est qu'il y ait un apaisement, qu'il y ait, quand on regarde les choses d'une façon un peu plus sagement, reconnaître ses crimes. Il faut reconnaître ses crimes. Les reconnaître, c'est déjà un pas en avant. L'usage des gaz asphyxiants ne date pas de la guerre d'indépendance algérienne. Il trouve racine avant. En 1845, lors des débuts de la colonisation, les Algériens se réfugièrent dans les grottes. Les soldats français utilisèrent les fumées toxiques pour les déloger. Une de ces opérations, nommée enfumade, fut décrite par un officier. Rien ne pourrait donner une idée de l'horrible spectacle que présentait la caverne. Tous les cadavres étaient nus, dans des positions qui indiquaient les convulsions qu'ils avaient dû éprouver avant d'expirer. Le sang leur sortait par la bouche. Mais alors le problème était résolu. On n'entendait plus aucun bruit. Je pense que voilà, les travaux des historiens l'ont montré, la France n'a pas fait que des choses extraordinaires pendant la guerre d'Algérie. Il y a même eu, il faut le dire, des crimes de guerre, que ce soit la torture, que ce soit un certain nombre d'exécutions sommaires, que ce soit l'utilisation de substances chimiques, notamment dans la guerre des grottes, et probablement d'autres choses. Une grande nation est une nation qui assume son passé, y compris ses erreurs, et il faudra qu'un jour la France les assume. La grotte du Chatou, je lui ai dédié un poème. Le 22 mars 1962, quand ils ont arrêté de combattre. الله يرحم الشهداء على الوطن ماتوا أحرار جزائر يا رمز العروبة ما لاويتي من أضرار نصرك ربي وعدت دولة وسبحتي قلعة للأحرار